Bonjour, une nouvelle de Guy de Maupassant, le voleur. Puisque je vous dis qu'on ne le croira pas, racontez tout de même. Je le veux bien, mais j'éprouve d'abord le besoin de vous affirmer que mon histoire est vraie en tout point, quelque invraisemblable qu'elle paraisse. Les peintres seuls ne s'étonneront point, surtout les vieux qui ont connu cette époque où l'esprit farceur sévissait si bien qu'il nous hantait encore dans les circonstances les plus graves. Et le vieil artiste se mit à cheval sur une chaise. Ceci se passait dans la salle à manger d'un hôtel de Barbizon. Il reprit. Donc nous avions dîné ce soir-là chez le pauvre Soriol, aujourd'hui mort, le plus enragé de nous. Nous étions trois seulement. Soriol, moi et le Poitevin, je crois. Mais je n'oserais affirmer que c'était lui. Je parle, bien entendu, du peintre de marine Eugène Le Poitevin, mort aussi, et non du paysagiste bien vivant et plein de talent. Dire que nous avions dîné chez Soriol, cela signifie que nous étions gris. Le Poitevin seul avait gardé sa raison, un peu noyé, il est vrai, mais clair encore. Nous étions jeunes en ce temps-là. Étendus sur des tapis, nous discourions extravagamment, dans la petite chambre qui touchait à l'atelier. Soriol, le dos à terre, les jambes sur une chaise, parlait bataille, discourait sur les uniformes de l'Empire. Et soudain se levant, il prit dans sa grande armoire aux accessoires une tenue complète de hussard, et s'en revêtit. Après quoi il contraignit le Poitevin à se costumer en grenadier. Et comme celui-ci résistait, nous l'empoignâmes, et après l'avoir déshabillé, nous l'introduisîmes dans un uniforme immense où il fut englouti. Je me déguisai moi-même en cuirassier. Et Soriol nous fit exécuter un mouvement compliqué. Puis il s'écria. Puisque nous sommes ce soir des soudards, buvons comme des soudards. Un punch fut allumé, avalé, puis une seconde fois la flamme s'éleva sur le bol rempli de rhum. Et nous chantions à pleine gueule des chansons anciennes, des chansons que braillaient jadis les vieux troupiers de la grande armée. Tout à coup le Poitevin, qui restait malgré tout presque maître de lui, nous fit taire. Puis après un silence de quelques secondes, il dit à mi-voix. Je suis sûr qu'on a marché dans l'atelier. Soriol se leva comme il put et s'écria. Un voleur, quelle chance! Puis soudain il entonna la Marseillaise. Aux armes, citoyens! Et se précipitant sur une panoplie, nous équipa selon nos uniformes. J'eus une sorte de mousquet et un sabre. Le Poitevin, un gigantesque fusil à baïonnette, et Soriol, ne trouvant pas ce qu'il fallait, s'empara d'un pistolet d'arçon qu'il glissa dans sa ceinture, et d'une hache d'abordage qu'il brandit. Puis il ouvrit avec précaution la porte de l'atelier, et l'armée entra sur le territoire suspect. Quand nous fûmes au milieu de la vaste pièce encombrée de toiles immenses, de meubles, d'objets singuliers et inattendus, Soriol nous dit « Je me nomme général, tenons un conseil de guerre. Toi, les cuirassiers, tu vas couper la retraite à l'ennemi, c'est-à-dire donner un tour de clé à la porte. Toi, les grenadiers, tu seras mon escorte. » J'exécutai le mouvement commandé, puis je rejoignis le gros des troupes qui opéraient une reconnaissance. Au moment où j'allais le rattraper derrière un grand paravent, un bruit furieux éclata. Je m'élançai portant toujours une bougie à la main. Le Poitevin venait de traverser d'un coup de baïonnette la poitrine d'un mannequin dont Soriol fendait la tête à coups de hache. L'erreur reconnue, le général commanda. « Soyons prudents » et les opérations recommencèrent. Depuis 20 minutes au moins, on fouillait tous les coins et recoins de l'atelier, sans succès, quand le Poitevin eut l'idée d'ouvrir un immense placard. Il était sombre et profond, j'avançai mon bras qui tenait la lumière, et je reculai stupéfait. Un homme était là, un homme vivant, qui m'avait regardé. Immédiatement, je refermai le placard à 2 tours de clé et on tint de nouveaux conseils. Les avis étaient très partagés. Soriol voulait enfumer le voleur, le Poitevin parlait de le prendre par la famine. Je proposais de faire sauter le placard avec de la poudre. L'avis de Le Poitevin prévalut. Et pendant qu'il montait la garde avec son grand fusil, nous allâmes chercher le reste du punch et nos pipes. Puis on s'installa devant la porte fermée et on but aux prisonniers. Au bout d'une demi-heure, Soriol dit « C'est égal, je voudrais bien le voir de près, si nous nous emparions de lui par la force. » Je criai « Bravo !» Chacun s'élança sur ses armes. La porte du placard fut ouverte, et Soriol, armant son pistolet qui n'était pas chargé, se précipita le premier. Nous le suivîmes en hurlant. Ce fut une bousculade effroyable dans l'ombre, et après 5 minutes d'une lutte invraisemblable, nous ramenâmes au jour une sorte de vieux bandit à cheveux blancs, sordide et déguenillé. On lui lia les pieds et les mains, puis on l'assit dans un fauteuil. Il ne prononça pas une parole. Alors Soriol, pénétré d'une ivresse solennelle, se tourna vers nous.
Maintenant nous allons juger ce misérable. J'étais tellement gris que cette proposition me parut toute naturelle. Le Poitevin fut chargé de présenter la défense et moi de soutenir l'accusation. Il fut condamné à mort à l'unanimité, moins une voix, celle de son défenseur. Nous allons l'exécuter, dit Soriol. Mais un scrupule lui vint. Cet homme ne doit pas mourir privé des secours de la religion. Si on allait chercher un prêtre. J'objectai qu'il était tard. Alors Soriol me proposa de remplir cet office. Et il exhorta le criminel à se confesser dans mon sein. L'homme, depuis 5 minutes, roulait des yeux épouvantés, se demandant à quel genre d'être il avait affaire. Alors il articula d'une voix creuse, brûlée par l'alcool. « Vous voulez rire, sans doute ?» Mais Soriol l'agenouilla de force, et de crainte que ses parents eussent omis de le faire baptiser, il lui versa sur le crâne un verre de rhum. Puis il dit « Confesse-toi, monsieur, ta dernière heure a sonné. » Et perdu, le vieux gredin se mit à crier « Au secours !» avec une telle force qu'on fut contraint de le bâillonner pour ne pas réveiller tous les voisins. Alors il se roula par terre, ruant et se tordant, renversant les meubles, crevant les toiles. À la fin, Soriol, impatienté, cria « Finissons-en !» En visant le misérable étendu par terre, il pressa la détente de son pistolet. Le chien tomba avec un petit bruit sec. Emporté par l'exemple, je tirai à mon tour. Mon fusil, qui était à pierre, lança une étincelle dont je fus surpris. Alors le Poitevin prononça gravement ces paroles. « Avons-nous bien le droit de tuer cet homme ?» Soriol, stupéfait, répondit « Puisque nous l'avons condamné à mort. » Mais le Poitevin reprit « On ne fusille pas les civils, celui-ci doit être livré au bourreau. Il faut le conduire au poste. » L'argument nous parut concluant. On ramassa l'homme, et comme il ne pouvait marcher, il fut placé sur une planche de table à modèle, solidement attaché, et je l'emportai avec le Poitevin, tandis que Soriol, armé jusqu'aux dents, fermait la marche. Devant le poste, la sentinelle nous arrêta. Le chef de poste, Mandé, nous reconnut, et comme chaque jour il était témoin de nos farces, de nos scies, de nos inventions invraisemblables, il se contenta de rire et refusa notre prisonnier. Soriol insista. Alors le soldat nous invita sévèrement à retourner chez nous sans faire de bruit. La troupe se remit en route et rentra dans l'atelier. Je demandai « Qu'allons-nous faire du voleur ?» Le Poitevin, attendri, affirma qu'il devait être bien fatigué, cet homme. En effet, il avait l'air agonisant, ainsi ficelé, bâillonné, ligaturé sur sa planche. Je fus pris à mon tour d'une pitié violente, d'une pitié d'ivrogne, et en levant son bâillon, je lui demandai « Eh bien, mon pauvre vieux, comment ça va-t-il » Il gémit. J'en ai assez, nom d'un chien. Alors Soriol devint paternel. Il le délivra de tous ses liens, le fit asseoir, le tutoya, et pour le réconforter, nous nous mîmes tous trois à préparer bien vite un nouveau punch. Le voleur, tranquille dans son fauteuil, nous regardait. Quand la boisson fut prête, on lui tendit un verre. Nous lui aurions volontiers soutenu la tête, et on trinqua. Le prisonnier but autant qu'un régiment, mais comme le jour commençait à paraître, il se leva, et d'un air fort calme. « Je vais être obligé de vous quitter, parce qu'il faut que je rentre chez moi. » Nous fûmes désolés, on voulut le retenir, mais il se refusa à rester plus longtemps. Alors on se serra la main, et Soriol, avec sa bougie, l'éclaira dans le vestibule en criant « Prenez garde à la marche sous la porte cochère. » On riait franchement autour du compteur. Il se leva, alluma sa pipe, et il ajouta en se campant en face de nous. « Mais le plus drôle de mon histoire, c'est qu'elle est vraie. »